Vous avez parcouru le tweet du professeur Maurice Kamto et vous avez lu les réactions de certains hommes politiques qui ont vertement critiqué cette sortie du professeur Kamto. Qu'est-ce qui est inacceptable dans cet hommage? D'abord, je voudrais que l'on reste fixé, figé sur les termes utilisés par le professeur Maurice Kamto dans son hommage, pour comprendre par la suite de quel hommage il s'agit. Il parle abondamment, il utilise abondamment des termes tels que intelligence, débat d'idées, effort de pensée, idéologie, intelligence. Et tous ces termes-là montrent très bien qu'il s'agit de la réaction, de l'hommage que rend un intellectuel à son homologue. C'est l'hommage du professeur Maurice Kamto au professeur Hubert Monondiana qui est décédé. Il rappelle très bien qu'ils ont eu des débats d'idées au milieu des années 80. C'est pour comprendre en réalité que l'hommage dont il s'agit, c'est un hommage avant tout intellectuel et académique. Voilà. Parce que si l'on sort de ce contexte, on se perd totalement. C'est d'abord un hommage académique. Et j'ai retenu 4 phrases essentielles. La première, c'est quand il dit « Ce fut une intelligence vive, traversée de fulgurance ». Ça, c'est la première phrase que j'ai retenue. La deuxième phrase, c'est lorsqu'il dit « Son tropisme ethno-idéologique l'a empêché de donner le meilleur de ce que lui autorisait ses talents philosophiques ». On est toujours dans le monde intellectuel. C'est talent philosophique. La troisième phrase, c'est je regrette qu'une telle vivacité intellectuelle fût mise au service d'une mauvaise cause. Et la quatrième phrase que j'ai retenue, c'est la dernière. En même temps, je respecte son inlassable effort de pensée. Et là, vous comprenez que l'auteur de l'urgence de la pensée est dans son univers. L'auteur de l'urgence de la pensée, je parle du professeur Maurice Kamto qui a publié cet ouvrage en 1993 aux éditions Mandara et qui, effectivement, dans les années 80, a été au cœur des débats. Il dit bien, ils ont forcé le débat tous les deux parce que nous étions dans un contexte monolithique. C'est à peine que le RDPC, qui est né le 24 mars 1985, venait de naître. Parce que le contexte, il le situe très bien. C'est lors de l'apparition de l'ouvrage intitulé L'idée sociale chez Paul Biya de Monondiana qu'ils ont engagé ce vaste débat. Et ce type de débat est connu partout ailleurs, dans les grandes universités, dans les milieux politiques qui se respectent. Chaque fois qu'il y a un ouvrage d'un universitaire, c'est l'occasion de faire des réflexions, d'en débattre, de voir qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, comment est-ce qu'il aurait pu améliorer sa production, et ça fait l'objet d'une série d'articles dans le quotidien, le journal Le Messager à l'époque. Il y a eu plusieurs articles du professeur Hubert Monondiana, suivis de réactions, des critiques du professeur Maurice Kamto. Je me souviens d'une des réactions du professeur Maurice Kamto réagissant à un article de Monondiana où il disait clairement que l'intellectuel n'est pas un faiseur de cantiques. Où il disait, par rapport à l'intellectuel face à l'action, qu'il doit pouvoir s'engager et critiquer et prendre du recul, une certaine distanciation vis-à-vis du pouvoir. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Et ça, c'est principalement les débats des années 80, parce qu'il y en a eu deux en réalité. Un concernant le professeur Monondiana et le professeur Maurice Kamto au milieu des années 80, précisément à partir d'octobre 85. Il y a eu un deuxième débat après la parution d'un ouvrage, d'un autre ouvrage, cette fois-ci du chef de l'État, président national du RDPC, le président Paul Biya, en 1987, aux éditions Favre, intitulé « Pour le libéralisme communautaire ». Et après l'apparition de cet ouvrage, il y a eu un autre débat, cette fois-ci concernant le professeur Monondiana et le professeur Sinjum Pokam, deux philosophes. Et je rappelle que dans ce débat qui a eu lieu après l'apparition de cet ouvrage publié en 1987, il y a eu des articles qui ont paru, parce qu'à l'époque, le principal journal qui offrait ses tribunes, ses colonnes dans sa fonction tribunicienne, c'était Le Messager.
Donc en 87, 88, 89, et jusqu'en 90, le Messager a porté vraiment ce débat-là, ce débat d'idées des universitaires. Et je me rappelle avoir contribué et participé même à ce débat concernant l'ouvrage pour le libéralisme communautaire en 1989. J'étais étudiant en 3e année de droit public, âgé de 22 ans. J'ai publié également un article pour critiquer le professeur Mononjana. J'aurais pu venir avec ce journal et vous l'aurez vu. Mais je sais que les téléspectateurs qui m'écoutent savent que je sais de quoi je parle. Au-delà de ce débat qui était organisé dans le journal Le Messager, oui. On se souvient également qu'il y a eu des débats qui ont été organisés par la Nouvelle Expression. Bien sûr. Et où on a également observé qu'il y avait un foisonnement d'idées développées par les intellectuels. Oui. Vous savez, la Nouvelle Expression, dont le premier numéro voit le jour, le 28 février 1991, a très rapidement accompagné le Messager dans ce fameux débat d'universitaire. Et ce débat-là allait au-delà des colonnes du journal La Nouvelle Expression, qui est devenu un quotidien par la suite, comme le Messager également. On le faisait dans des cadres appropriés où on pouvait recevoir plusieurs universitaires, des hommes politiques, des acteurs de la société civile. C'est ainsi qu'en 1993, par exemple, nous avons organisé une série de débats qu'on appelait le Club de la presse de la Nouvelle Expression, où la plupart des intellectuels, parmi lesquels, il faut le dire, le professeur Mononjana, le professeur Maurice Kamto, le professeur Sinjun Pokam, le professeur Abel Yinga de regrettée mémoire, Etunga Mangele et d'autres universitaires, Célestin Mongwa et bien d'autres, sont venus répondre aux questions des journalistes sur diverses thématiques liées au débat qui foisonnait, n'est-ce pas, pendant la période qu'on a appelée les années de presse, les années 91, 92, 93, jusqu'à la Constitution en 96. Donc, aujourd'hui, pour mieux comprendre la sortie de Maurice Kamto, c'est la réaction, je l'ai dit, d'un intellectuel, d'un universitaire à son homologue. C'est d'abord et surtout un hommage académique, parce que c'est ça le fait. Il ne faut pas les travestir. Ce n'est pas parce que Maurice Kamto est devenu par la suite leader d'une formation politique aujourd'hui qu'il faut laisser croire, tout analyser sous le prisme de la politique. Parce que ce qu'il a dit, y compris ses regrets, parce qu'il dit « Je regrette qu'une telle vivacité intellectuelle fût mise au service d'une si mauvaise cause ». Cette phrase est pleine de sens. Parce qu'il reconnaît les talents, il a dit, les talents philosophiques de Mononjana. Il reconnaît son effort, son inlassable effort de pensée. Il dit même que Mononjana, n'est-ce pas, une intelligence vivace, traversée de fulgurance. Ce sont des appréciations de ce qu'il a vécu dans ces débats avec le professeur Mononjana. Et que d'autres professeurs comme Sinju Pokan et bien d'autres ont vécu dans leurs débats avec Mononjana. Ce sont des formes d'appréciation. Et dans l'appréciation, au niveau des hommages académiques, on dit ce qu'on a vécu. C'est-à-dire, on questionne l'œuvre intellectuelle de celui qui est décédé. Et dans cette œuvre-là, il y a des choses qui portent, dont il faut rappeler. Il y a également des éléments qu'on questionne. Et on exprime également des occasions manquées, des regrets. Parce que le professeur Maurice Kamto, apparemment, se rend compte qu'une telle intelligence, si elle avait été mise au service d'une bonne cause, aurait pu apporter beaucoup à ce pays. Alors, finalement, est-ce qu'au finish, on n'est pas là dans une manœuvre de distraction pour éloigner peut-être l'opinion sur, on pourrait dire, les comptes que les ayants droit du professeur Hubert Mononjana seraient en droit de réclamer le régime qu'il a servi pendant plusieurs années. Dans le débat qui a cours dans l'opinion, il y a certains qui ont rappelé, n'est-ce pas, les obsèques de Henri Bandolo, faisant allusion justement au fait que des gens étaient venus pour tenter de masquer leur insuffisance de compassion, l'accompagnement qu'ils auraient dû apporter à Henri Bandolo dans ces derniers jours, et se sont heurtés à une fin de non-recevoir de son épouse à l'époque. Oui, et ça c'est important de le souligner. Pour comprendre mieux certaines réactions, notamment... Il y a deux cas qui ont été évoqués. Oui. C'est Henri Bandolo et le cas de Mongo Betty. Mongo Betty, oui, il y a Mongo Betty, il y a Matiba Iné, il y a bien d'autres.
Je voudrais dire, il y a même Senghako, ça il faut le dire, parce que c'était la matière grise, la tête pensante du parti au pouvoir, de l'UNC au RDPC. Il s'est retrouvé même plus tard dans l'opposition, mais vu la manière dont il a quitté ce monde, ce n'était pas véritablement ce qu'on aurait dû avoir comme accompagnement, comme hommage à Feu Senghako. Pareil pour Feu Henri Bandolo, pareil pour Atéba Yéné. Est-ce qu'on peut parler de distraction? Et en fait, c'est une véritable distraction. Parce que dans cette affaire, si je peux utiliser cette expression, c'est que Maurice Kamto devient le bouc émissaire. Le bouc émissaire de certaines pentes du régime qui veulent éloigner leurs manquements, qui veulent faire croire que celui qu'il faut placer à la vindicte populaire, c'est celui-là, c'est Maurice Kamto, qu'on accuse aujourd'hui de tout pratiquement. Quand vous lisez les réseaux sociaux, quand vous voyez les réactions du gouvernement vis-à-vis de cette formation politique, on a l'impression, moi j'ai l'impression que Kamto est utilisé comme un bouc émissaire. Quand je vois ce qui s'est passé, vous avez fort bien rappelé Henri Bandolo, l'auteur de La Flamme et de la Fumée, qui a été un militant en cadre du parti fidèle, qui a été toujours fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Henri Bandolo, qui a été, n'est-ce pas, ministre de l'information dans ce pays, qui d'ailleurs a été le premier journaliste à occuper cette fonction-là, qui, il faut le dire, a apporté sa pierre dans l'édification de la nation à sa façon. Mais la façon dont il est parti, et je me rappelle même que lorsqu'il est décédé, j'ai lu une réaction que je n'oublie pas de l'actuel directeur général de la CRTV, Charles Dongo, qui a écrit, et ça a été publié dans Cameroun Tribune à l'époque, pour parler en bien et critiquer ceux qui disaient tant de choses, mauvaises ou négatives, sur Henri Bandolo. On n'efface pas l'histoire avec la gomme. S'il m'écoute, il s'en souviendra. Il disait qu'on n'efface pas l'histoire avec la gomme. Comme pour dire qu'il y a certains qui ont peut-être eu des problèmes personnels avec Henri Bandolo, qui ne l'ont pas mieux connu comme lui, mais qu'ils veulent donner une image d'Henri Bandolo qui n'était pas la sienne. Je reviens également sur le cas Hubert Mononjana qui nous concerne aujourd'hui, parce qu'il finit comment? Dans l'aigreur, dans la misère. Alors qu'il a été un cadre fidèle des premiers jours. Quand il parle d'idée sociale de Paul Biya, je dis on est encore en 85, ça appelle la naissance du RDPC. Il a été le premier secrétaire à la communication du RDPC. Face à lui, dans les années 90, c'était l'opposition, qu'on appelait l'opposition radicale. C'était nous. Quand j'ai dit nous, on nous a appelés dans les années 90, je ne vais pas citer le ministre, il est encore en fonction aujourd'hui, qui a appelé les journaux critiques de Douala comme étant les journaux de la Sainte Trinité. Il va se reconnaître. Les journaux de la Sainte Trinité, en fait, il s'agit de 3 journaux qui avaient... La Nouvelle Expression et Challenge Hebdo, qui n'existe plus. Donc, ils estimaient que la Nouvelle Expression, le Messager et Challenge Hebdo étaient des journaux de l'opposition. On n'a jamais été, la Nouvelle Expression, le Messager et Challenge Hebdo n'ont jamais été des journaux de l'opposition. Je dis bien et j'assume, on n'a jamais été des journaux de l'opposition. Nous étions des journaux critiques vis-à-vis du pouvoir, qui dénonçaient les dérives, des dérapages, du renouveau originel, pour revenir à Mongo Betty. Parce que le renouveau originel, c'est rigueur et moralisation. On s'est rendu compte par la suite que Paul Biya n'a plus, dans sa gestion du pouvoir, tenu compte de la rigueur et la moralisation, et ça a donné lieu à beaucoup de détournements, de dérapages. Et à une certaine époque, Mongo Betty a fait une tribune où il a dit, parce que certains médias accompagnaient le président Paul Biya, qui était l'homme du renouveau, l'homme du 6 novembre, il a dit, faites attention, vous les journaux que je respecte à Douala. Le renouveau originel n'est pas moins mauvais que l'autre renouveau. Je cite Mongo Betty, le renouveau originel, que nous on espérait, parce qu'on voulait que Paul Biya applique le renouveau qu'il a annoncé le 6 novembre, que nous on appelait le renouveau originel. Mongo Betty, de son vivant, disait, le renouveau originel n'est pas moins mauvais que l'autre renouveau, c'est-à-dire le renouveau des dérapages et des détournements. Et l'histoire lui a donné raison à ce jour, puisqu'on est dans la confusion totale, dans une situation chaotique sur le plan financier, sur le plan de la gestion du train de vie de l'État. C'est-à-dire que nous fonctionnons totalement dans l'abîme. Pour revenir à Mongo Betty, c'est aussi important.
Il a été, lorsqu'il a voulu être candidaté, pour être... il voulait entrer en politique, Mongo Betia voulait entrer en politique, lors des premières élections municipales et législatives, notamment municipales en 1996, il voulait être maire de Mbalmayo, sa ville natale. Vous savez ce qu'on lui a dit, ce que le gouvernement lui a dit, ce que le gouvernement lui a opposé pour ne pas être candidat? Parce qu'il voulait être candidat et le parti qui voulait l'accompagner, n'est-ce pas, dans ce travail d'accomplissement pour, n'est-ce pas, pour les populations de Mbalmayo qu'il connaissait bien, c'était le SDF. On lui a rappelé, on lui a dit, mais monsieur, vous êtes français. Un Français ne peut pas être maire d'une commune au Cameroun. Mais je ne vais pas vous rappeler que nous avons au Cameroun des maires ou des gens qui ont occupé des fonctions de maire en ayant une autre nationalité, une nationalité autre que celle du Cameroun. Je ne vais pas citer de noms, vous les connaissez tous. Il y a des députés, des maires, des membres du gouvernement qui ont des nationalités autres, en violation de la loi sur la nationalité, qui ont une double nationalité de fait, alors qu'on empêche certains Camerounais qui auraient une autre nationalité de briguer à des fonctions électives, de briguer à des fonctions importantes pour servir leur pays d'origine. Et ça, c'est malsain. Et ça, c'est hypocrite. C'est de la duplicité. C'est de la fourberie qu'il faut dénoncer. Et dans cette affaire, pour chuter Duval Fangwa, je suis horrifié par une chose dont vous alliez parler peut-être tout à l'heure, d'une réaction autre, qui n'est plus simplement de la critique sur le plan du verbe, mais qui est ce qu'on pourrait appeler la sorcellerie. Donc, aujourd'hui, certains sont passés de la critique de bouc émissaire à une critique criminelle, de sorcellerie. Alors, justement,